Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être venu assister à cette conférence. Aujourd'hui, en fait, on va parler des trajectoires de soutien parental et de leur impact chez les jeunes ayant interrompu une transition de genre. Donc, c'est une conférence que j'ai préparée avec Annie Cullen sans façon. Je tiens aussi, avant toute chose, à saluer le travail de notre équipe de recherche. En fait, on est nombreux et nombreuses à avoir travaillé sur ce projet. Il y a plusieurs co-chercheurs, il y a aussi plusieurs employés de recherche qui nous ont aidés à faire les analyses, ainsi que des wow, j'arrive plus à le dire, collaborateurs euh, qui ont aussi participé à ce projet. Donc en fait, je vais commencer par situer un peu le contexte de la recherche. Euh, En fait, premièrement, c'est un projet qui a commencé en 2020, je crois, à un moment où on commençait à beaucoup parler des détransitions, notamment dans les médias. Donc on a voulu en fait explorer un petit peu plus la question de qu'est-ce que c'est les détransitions ou discontinuation de genre. Euh, et donc, ce que dit la recherche, en fait, par rapport à la question plus spécifique du soutien parental, c'est que le soutien parental est très important pour réduire les risques chez les jeunes trans et non-binaires. Donc, notamment, ça réduit les risques psychosociaux. On voit aussi que le soutien parental permet une amélioration de la santé mentale, une meilleure adaptation psychosociale et aussi une meilleure perception du bien-être et de la satisfaction de vie. On observe également que les jeunes qui sont soutenus par leurs parents, les jeunes trans et non-binaires, ont une meilleure résilience et une meilleure... en fait, il y a une sorte de réduction des conséquences négatives associées aux expériences comme la transphobie. Donc, ce que les études ont montré aussi, c'est que le soutien parental, pour être, en fait, pour avoir un effet bénéfique, doit être actif, puisqu'un soutien qui serait seulement passif ou ambigu aurait tendance à avoir plutôt des effets délétères sur les jeunes trans et non-binaires. Donc, je vais vous expliquer déjà qui sont les jeunes des trans. En fait, on parle de jeunes des trans pour parler des jeunes qui ont commencé une transition de genre, qu'elle soit sociale, médicale ou légale, et qui ont interrompu cette transition de genre. Donc, il y a plusieurs situations différentes. On a souvent des représentations qui sont assez homogènes du phénomène, mais en réalité, il y a beaucoup de réalité derrière ce terme-là. Le terme des trans, on l'utilise, nous, dans notre recherche, parce que c'est comme un terme parapluie, un peu comme le terme trans. Mais après, il y a des termes plus spécifiques qui peuvent en fait parler de différentes réalités. Il n'y a pas encore de consensus sur les termes, mais généralement, on va parler de détransition pour parler de quelqu'un qui a fait une transition médicale et qui l'arrête et qui va aussi avoir un changement au niveau de son identité. Donc peut-être quelqu'un qui va plus s'affirmer dans une identité de genre qui va être plus proche de celle qui est assignée à la naissance. Il peut y avoir des personnes qui se disent des trans, mais qui n'ont pas exactement ce parcours, mais souvent ça représente ça. Il y a des gens qui vont parler plutôt de discontinuation quand on a arrêté un traitement médical d'affirmation du genre, mais sans nécessairement qu'il y ait un changement dans l'identité de genre. Donc, ça peut être une personne qui s'identifie toujours comme trans, mais qui ne veut plus prendre, par exemple, de traitements hormonaux. Ou ça peut aussi être des personnes qui ont évolué vers une identité plus non-binaire et qui ont arrêté leur traitement d'affirmation du genre. Et puis, on a aussi des fois entendu le terme désistance, qui est un terme en fait issu de la criminologie. Donc, c'est un terme sur lequel il faut peut-être avoir un regard un peu critique. Mais à la base, on appliquait ça aux prépubères qui arrêtaient de vivre, enfin, qui ne ressentaient plus de dysphorie au moment de la puberté et qui donc arrêtaient leur processus de transition avant même d'avoir commencé une transition médicale. Il y a des personnes qui se réapproprient ce terme pour parler de leur parcours lorsqu'elles ont fait une transition sociale et non une transition médicale et puis qu'elles l'ont arrêté. Et on entend aussi parfois le terme retransition
qui peut désigner des choses très différentes. Parfois des personnes qui ont fait une transition de genre, qui l'arrêtent et qui soit retournent en arrière, entre guillemets, et qui reprennent une nouvelle identité. Et pour eux, c'est comme une nouvelle transition, donc une retransition. Soit pour des gens qui arrêtent temporairement leur transition et qui la reprennent par la suite. Euh, voilà, c'est un peu pour faire un tour des lieux, mais sachant que ces définitions et ces termes évoluent énormément et donc il faut aussi se baser sur les termes qu'utilisent les personnes concernées. Donc, en termes de ce que nous dit la recherche, pour l'instant, c'est assez difficile d'estimer l'ampleur du phénomène parce qu'il y a des méthodologies très différentes et comme on l'a vu, il y a des termes aussi très différents. Donc, en fonction de ça, ça va beaucoup changer les chiffres qu'on trouve. Il y a eu en tout cas une méta-analyse, je crois, de ce qui a été fait dans la recherche qui a trouvé que entre 0 et 9,8% des personnes seraient dans la situation d'avoir fait une détransition ou de vivre des regrets. Là, ça peut recouper beaucoup de choses. Et puis, si on parle plus de discontinuation, donc arrêt des traitements, on serait autour de 1,9% à 29,8%. Donc, on voit que c'est des très grosses fourchettes. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on observe exactement. Donc, voilà, c'est encore assez difficile de quantifier. Ce qu'on voit aussi dans les recherches, c'est que le manque de soutien parental peut être un facteur de détransition, particulièrement chez des personnes qui arrêtent temporairement leur transition. Par exemple, des jeunes qui ont des parents qui leur ont demandé d'arrêter la transition. Cependant, il n'y a pas d'étude, à notre connaissance pour l'instant, qui a examiné la nature et l'impact du soutien parental à l'égard des jeunes qui ont discontinué ou détransitionné, et ce sur une longue période de temps. Donc, l'étude discours des trans, c'est donc, comme je vous disais tantôt, une étude qu'on a voulu faire pour comprendre un peu plus les discours sur la détransition. Et c'était une recherche en 3 volets. Donc, on s'est intéressé à la fois à ce que nous disaient des jeunes ayant détransitionné, à ce que disaient les médias et ce que disaient les professionnels qui travaillent avec des jeunes trans et non-binaires. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les jeunes qui ont arrêté leur transition. Et on va plus particulièrement s'intéresser à ce qu'ils ont reçu comme soutien parental et comment est-ce que ce soutien était perçu par ces jeunes. Et on va observer ça sur toute la trajectoire de genre. Donc, en termes de méthodologie, en fait, on a fait des entrevues semi-dirigées par Zoom en ligne entre 2020 et 2022, donc dans la période de pandémie. Les critères d'inclusion, c'était d'avoir entre 15 et 25 ans, d'avoir commencé puis discontinué une transition, donc que ce soit sociale, médicale et ou légale. Ensuite, on a fait une analyse thématique des données et on a fait une analyse longitudinale rétrospective des données, c'est-à-dire qu'en fait, les jeunes nous ont raconté leur parcours de vie et nous, on a essayé d'analyser les données en fonction des étapes dans leur parcours. Donc, longitudinal parce qu'on regarde plusieurs étapes, mais rétrospective, c'est-à-dire que on a seulement la perspective que les jeunes ont aujourd'hui sur l'ensemble de leur parcours. Mais ça nous permet de voir aussi des évolutions et des trajectoires. En termes d'échantillons, on avait 25 jeunes qui ont fait des entrevues, qui avaient entre 16 et 25 ans. Il y avait des personnes situées aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Indonésie. Et on avait 20 personnes assignées femmes à la naissance et 5 personnes assignées hommes à la naissance. Et puis là-dedans, juste aussi pour préciser, il y avait des personnes qui avaient des parcours variés, des personnes qui avaient fait des transitions médicales, d'autres qui avaient seulement fait des transitions sociales. Donc, pas mal de variétés de situations dans notre échantillon. Donc, ce que je vais discuter dans un premier temps, c'était les formes de soutien parental. Donc, on a, en regardant les données, identifié différentes formes de soutien parental. Il y avait tout d'abord le soutien fort, donc des situations où les parents valident l'identité, affirment l'identité
et ont des actions qui vont soutenir la transition ou l'exploration du genre. Euh, donc, on a un exemple ici, quelqu'un qui dit, j'ai d'abord dit à ma mère, vous savez, elle était vraiment confuse, mais elle voulait me soutenir et elle l'a toujours fait. Elle a fait des tonnes de recherches et tout ce qu'elle a fait, c'est d'essayer de faire au mieux. Je n'ai rien à lui reprocher. Donc là, on a un exemple de quelqu'un qui a reçu du soutien fort. À l'inverse, il y a des jeunes qui ont plutôt été confrontés à une absence de soutien, donc le soutien absent qui va se manifester par des pressions de genre, du rejet, de l'invalidation, du désintérêt, voire de la déception par rapport à l'identité de leur enfant. Donc, par exemple, ici, Théo nous dit, j'ai fini par faire mon coming out à mes parents. Ils m'ont demandé d'arrêter les hormones et de suivre une thérapie parce qu'ils m'ont dit que j'étais autiste et que cela pouvait être un facteur de complication pour connaître mon identité de genre. Donc là, ce qu'on voit ici avec Théo, c'est le fait d'utiliser sa neuroatypie pour invalider son genre d'une certaine manière. Et donc, des parents qui lui ont demandé d'arrêter sa transition. Donc, un soutien absent. On a aussi vu émerger un type de soutien qui était assez intéressant, qu'on a appelé le soutien conditionnel. C'est-à-dire que c'est un soutien qui est entremêlé avec des attentes parentales qui est offert à certains moments spécifiques. Euh, Par exemple, des parents qui vont soutenir seulement pendant la détransition de leur enfant ou qui soutiennent pendant la transition de l'enfant, mais parce que l'enfant correspond à certaines normes, comme l'hétérosexualité. On voit que c'est un soutien qui répond seulement partiellement aux besoins des enfants ou des jeunes, parce qu'en fait, il va être présent seulement quand la personne se conforme en fait aux attentes parentales. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un soutien qui pouvait parfois apparaître comme du soutien fort et en réalité, quand on regardait un peu sur l'ensemble de la trajectoire, on se rendait compte que c'était pas réellement un soutien fort. Euh, donc là, par exemple, on a Sam qui nous dit, mes parents ont une grande confiance dans l'autorité médicale. Donc une fois qu'ils ont parlé à un médecin et qu'ils ont eu la confirmation qu'il s'agissait d'un problème médical avec une solution médicale, ils se sont totalement détendus. Ils m'ont conduit pendant des heures chez un thérapeute de genre, alors qu'ils ne pouvaient pas m'emmener à 40 minutes au groupe LGBT en tant que lesbienne. J'avais enfin le droit de m'habiller comme je le voulais. Le fait d'être lesbienne n'avait rien changé à ça. Je ne pouvais pas choisir mes vêtements. Je n'ai pu me faire couper les cheveux avant d'être trans. Donc on voit là que ses parents ne l'acceptaient pas du tout dans son identité lesbienne. Et quand il y a eu, quand la personne a fait une transition et que ça a été validé finalement par l'autorité médicale, là les parents l'ont soutenu. Mais on voit que c'est un soutien qui est conditionnel finalement à ce que la personne rentre dans certains cadres. Et puis enfin, on a le soutien ambigu, donc un soutien parental qui est plutôt enraciné dans l'incrédulité, l'incompréhension, l'incertitude. C'est souvent un soutien passif et ou inconstant. On a des exemples, par exemple, de jeunes dont un des parents disent oui, j'accepte qui tu es, mais lorsque l'autre parent a des comportements problématiques, eh bien, le parent qui dit être soutenant ne vient pas défendre son enfant, en fait, reste complètement passif. Donc, il n'y a pas d'effort réel pour accompagner l'enfant dans sa démarche. Donc là, on a ici Sam qui nous dit, mes parents, j'ai de la chance, ils m'ont très bien accepté. Ma mère était plutôt hésitante au début et ne me croyait pas vraiment, en fait. Elle pensait que je faisais ça parce que j'essayais de créer une sorte de personnage alternatif pour me protéger, parce qu'elle savait que j'avais lutté contre la dépression et la haine de soi. Donc, on voit ici le discours de Sam qui est assez confus par rapport au soutien parental parce que ses parents démontraient parfois des formes de soutien et en réalité ne comprenaient pas réellement son identité et n'apportaient pas un réel soutien. Donc, en fait, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a regardé ces différentes formes de soutien et on a regardé comment elles s'articulaient dans le temps à différentes périodes dans les trajectoires, c'est-à-dire au moment, en fait, avant la transition de genre, quand la personne commence à se questionner, pendant la transition de genre et pendant la détransition. Et donc, on a vu 4 types de trajectoires. Euh, la première trajectoire, c'est celle qu'on appelait la trajectoire stable de non-soutien, c'est-à-dire des parents qui ne soutiennent jamais leur enfant.
Donc, ça va se manifester, par exemple, par des pressions de genre avant même la transition. Par exemple, des jeunes qui sont dans un cadre très normatif, qui vivent parfois de l'homophobie, qui vivent parfois des interdictions de certaines activités qui sont euh, considérées comme de l'autre genre. Euh, et donc, bien sûr, c'est suivi après par un manque de soutien pendant la transition également. Donc, ça peut être du rejet, de l'invalidation, etc. Et parfois, une des transitions forcées, comme on a pu le voir avec Théo. Donc ça peut générer du stress, de la solitude, de la précarité, parfois une transition médicale ou sociale qui peut être faite en secret ou sans supervision. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de Théo, dont les parents lui ont demandé d'arrêter sa transition. En fait, Théo avait commencé sa transition sans en parler à ses parents. Donc, on a un extrait ici. J'ai découvert qu'il était possible d'obtenir des hormones sans ordonnance. Je n'étais pas. Mes parents avaient dit certaines choses qui m'ont fait penser qu'ils ne seraient pas tout à fait d'accord avec ma transition. Et donc, à l'âge de 16 ans, j'étais vraiment très désespérée. J'ai réussi à obtenir assez d'argent. J'ai ouvert une boîte postale et j'ai pu obtenir les hormones que je voulais. Donc là, on voit quand même que la personne se met quand même un peu à risque parce que Théo n'a pas de soutien parental, donc a dû se procurer des hormones sans avoir de supervision médicale. On a aussi l'exemple de Yael ici qui dit pour ce qui est de ma mère, je ne m'entends pas non plus. Quand j'ai ramené une nana à la maison quand j'avais 15 ans, elle m'a un peu foutue à la porte. Finalement, elle m'a repris quand j'ai fait mon coming out trans. Elle a fait genre que ça passait, mais ne m'a pas parlé pendant une semaine. Et après, elle a fait semblant d'accepter. Mais en fait, pendant très longtemps, elle s'est forcée à utiliser mon dead name et à me mégenrer. Et en fait, tu t'en rendais compte parce que quand elle réfléchissait, elle employait le bon prénom et les bons pronoms. Et quand elle réfléchissait, elle faisait en sorte d'utiliser les mauvais. Et finalement, ça s'est tellement mal passé qu'elle m'a refoutu à la porte. Là, j'avais 18, 19 ans. Et du coup, depuis, je ne vis plus chez elle. Donc, ça s'est moyennement passé. Donc là aussi, un cas de rejet très fort pendant toute sa trajectoire, finalement. Donc, c'est quelqu'un qui a eu quand même plus de difficultés, qui a dû, en fait, s'adresser à des services sociaux, etc., pour avoir de l'aide parce que ses parents, clairement, ne soutenaient pas sa démarche. Ensuite, il y a le pendant inverse, la trajectoire de soutien forte et stable. Donc, ça concerne malheureusement très peu de personnes dans notre échantillon. Je pense qu'il y a seulement 2 participantes qui correspondaient à peu près à cette trajectoire stable de soutien. Donc, c'est des trajectoires où les jeunes avaient quand même pas mal de liberté dans leur expression de genre avant même de commencer leur transition. Donc, généralement, qui étaient dans des milieux familiaux assez ouverts d'esprit. Euh, et puis, l'exploration du genre, finalement, elle a été soutenue pendant toute la trajectoire. Donc, que ce soit l'exploration au début des questionnements, pendant la transition et même pendant la détransition. Donc ça engendrait généralement un sentiment de bien-être, de reconnaissance, d'autonomie corporelle, de gratitude. Et puis, ce que nous explique Kit ici, c'est que ça permettait aussi de réduire l'impact des interactions négatives. Donc, ce qu'on a vu déjà qui a été observé dans la recherche, on a Kit ici qui nous dit « Je suis capable d'ignorer le mégenrage et de ne pas m'en préoccuper, de lever les yeux au ciel et de passer immédiatement aux choses parce que je suis tellement acceptée dans les autres domaines de ma vie, parce que j'ai eu des expériences positives en étant vraiment comprise et reconnue par mes amis, mais aussi par mes colocataires et par la plupart des membres de ma famille avec lesquels je discute régulièrement. » Donc on voit ici que ça lui permet d'avoir une plus grande résilience, d'avoir toute cette acceptation et cette validation dans son quotidien et par ses proches. Ensuite, on a la trajectoire de soutien progressive. Donc là, on est dans des situations où l'environnement familial et parental est plutôt non soutenant au départ et évolue vers plus de soutien. Ça peut se faire parfois à la suite d'une intervention, que ce soit par d'autres membres de la famille, des professionnels aussi, des fois de la santé, ou des groupes de soutien communautaires. Donc ça permet d'avoir une meilleure communication dans les familles,
qui est graduelle, une communication authentique. Parfois, ça vient avec une forme de surprise chez les jeunes qui sont positivement surprises que leurs parents aient progressé et les soutiennent. Il y a aussi des sentiments de gratitude et puis les jeunes se sentent affirmés et reconnus dans leur genre. Donc là, on a un exemple avec Léa qui nous dit ma mère a rejoint un groupe de parents d'enfants transgenres et je pense que lorsqu'elle y était, elle s'est en quelque sorte fait à cette idée. Et je pense que c'était surtout parce qu'ils pouvaient répondre à toutes ces questions qu'elle se posait. Et je pense qu'ils ont pu la rassurer en lui disant que ce n'était pas la fin du monde et d'autres choses comme ça. Et comment avoir avec moi les conversations dont j'aurais besoin, comment utiliser mes pronoms et comment réagir lorsqu'elle utilisait accidentellement les mauvais, et ainsi de suite. Je pense que c'est ce groupe qui a vraiment fait la différence. Donc, on voit ici que d'avoir des groupes de soutien comme ça peut réellement aider les parents à avoir une progression et à mieux accepter, mieux accompagner leur enfant. On a aussi Adi qui nous dit, lorsque j'ai transitionné, mes parents étaient vraiment contrariés et mes frères et sœurs aussi, un peu, parce que c'est sorti tout seul sans crier gare. Mais quand je les ai revus, c'était quelques mois après, à ce moment-là, ils en avaient parlé individuellement ou l'avaient mieux accepté. Et c'était après que ma sœur ait emmené mes parents à des réunions de PFLAG. Ils ont donc été un peu mieux informés sur toute la communauté LGBT et sont devenus plus réceptifs à mon identité en tant que lesbienne. Donc, c'était un peu plus facile pour eux maintenant qu'ils avaient ce genre de connaissances de base. Mais je veux dire, c'était encore difficile pour eux de l'accepter, mais ils voulaient juste me soutenir et ils voulaient juste que je sois heureuse. Donc, ils m'acceptaient très bien au moment où je suis rentrée à la maison, juste pour les vacances. Donc, cet extrait, il est intéressant parce qu'on voit déjà qu'il y a eu l'intervention en fait, des frères et sœurs, enfin de la sœur, qui a permis aux parents de mieux s'informer et de mieux soutenir leur enfant. Il y a un autre élément que je voulais souligner, c'est qu'on pourrait se dire, tiens, les parents ont simplement soutenu pendant la détransition, donc peut-être que c'est un soutien qui est conditionnel d'une certaine manière, mais nous, on l'a placé dans le progressif parce qu'au début, les parents n'acceptaient même pas l'identité lesbienne de la personne avant qu'elle fasse une transition. Donc, on voit en fait qu'il y a quand même eu une évolution des parents par rapport au début du parcours, où désormais, ils ont quand même une plus grande ouverture d'esprit, puis ils acceptent mieux leur enfant avec ses spécificités, ses différences. Et donc, on va finir avec la trajectoire instable de soutien. Ça concernait pas mal de personnes dans notre échantillon. Donc là, on est sur des formes de soutien, enfin un soutien qui est inconstant, qui implique souvent des formes ambiguës et conditionnelles de soutien. Ce qui va nourrir chez les jeunes un sentiment d'incertitude, incertitude déjà sur le soutien parental, qui peut paraître parfois malhonnête, mais aussi des incertitudes quant à son identité. C'est des jeunes, des fois, qui avaient beaucoup de doutes, qui avaient du mal finalement à clairement définir leur identité parce que ce soutien ambigu pouvait des fois les affecter dans leur rapport au genre. Il pouvait y avoir un sentiment d'invalidation, d'inadéquation, de mauvaise estime de soi. Et ça pouvait parfois mener aussi à la détransition ou à une sexualité ou un genre imposé. C'est ça qui est complexe en fait avec des formes de soutien qui sont conditionnelles, c'est que comme l'enfant reçoit une forme de soutien, ça peut l'amener à vouloir se conformer aux attentes parentales pour ne pas perdre le soutien. Donc ça peut être très difficile pour les personnes de naviguer là-dedans et de savoir quels sont leurs réels besoins et quelle est leur réelle identité. On a un exemple ici de scène, encore une fois, qu'on avait déjà vu précédemment en soutien ambigu, qui dit « La détransition a été à la fois une affirmation et une invalidation, parce que j'ai soudain reçu un flot de commentaires de personnes du genre « Oh oui, ça ne sera pas difficile pour toi de revenir en arrière, je ne t'ai jamais vu comme un homme. » Et ma mère m'a dit qu'elle avait raison, elle savait qu'elle avait raison, elle n'a jamais vraiment pensé que j'étais un garçon. Cela m'a fait me sentir vraiment, je suppose que j'étais en colère, mais je ne pouvais pas l'exprimer parce que pour eux, je n'ai plus cette identité. C'était très désorientant, je pense. Cela m'a prouvé que j'avais raison. Les gens se moquaient littéralement de moi et je m'étais entourée de personnes
qui était prête à me mentir pour que je me sente mieux. Et oui, c'était une réelle désillusion. Donc ça, c'est quelqu'un qui, pendant l'entrevue, semblait s'interroger encore beaucoup sur son genre. Et je pense qu'il y avait beaucoup de liens avec le fait que Yael ne se sentait pas vraiment reconnue pendant sa transition et avait l'impression que les gens se forçaient. Donc là, le fait de recevoir du soutien fort en fait pendant sa détransition, ça vient vraiment invalider son identité pendant sa transition, puis ça vient encore plus comme confirmer, ah bah t'as bien fait de détransitionner, en réalité personne ne te prend au sérieux. Donc ça vient ajouter dans le doute identitaire. On voit ici que ça peut être une situation assez difficile à naviguer. On a Ethan aussi qui nous dit, quand j'ai annoncé à mon père que j'étais trans, il m'a beaucoup soutenue. C'était bien, mais c'était encore une fois déconcertant parce que c'est le même qui m'a dit qu'il me renierait parce que je suis gay. Cela m'a fait me demander s'il était quelque part préférable d'avoir une fille trans plutôt qu'un fils gay. Bon, là, on est un peu aussi sur le même problématique qu'on avait avec Sam, où la personne n'était pas du tout acceptée par ses parents en tant que personne homosexuelle. Et une fois que la personne fait sa transition, les parents soutiennent. Et donc, ça peut être déstabilisant au point de vue de l'identité. Et donc là, c'est le cas d'Ethan qui se dit, ben, pourquoi est-ce que mon père m'accepte en tant que femme trans et pas en tant qu'homme gay? Puis c'est quelqu'un qui avait justement beaucoup d'enjeux par rapport à sa sexualité, de ne pas s'accepter en tant qu'homme gay et qui maintenant essaye de plus accepter cette identité-là. Mais on voit que l'interaction avec les parents a un impact assez fort sur la manière de se sentir par rapport à son genre. Donc, pour ce qui est de discuter un peu de ces données, ce qui ressort en fait, c'est que un soutien fort et continu était assez rare parmi nos participants, participantes, par rapport à d'autres études sur les jeunes trans et non-binaires. Non pas que les jeunes trans et non-binaires bénéficient très souvent d'un soutien fort, malheureusement, mais généralement, enfin, on voit que ça peut être autour de 30%, quelque chose comme ça. Nous, on a juste 2 personnes sur 25 qui avaient réellement un soutien fort et continu. Donc, on se demande, est-ce que c'est une spécificité chez les jeunes personnes des trans d'avoir reçu moins de soutien parental? Est-ce que c'est un facteur qui favoriserait la détransition? Euh, donc, ça pourrait être une piste à explorer plus loin. Et sinon, l'autre piste, c'est est-ce que le fait que nous, on ait étudié sur toute la trajectoire, ça nous a amené à identifier des formes de soutien qui auraient pu être vues comme du soutien fort si on l'avait regardé à un moment T, mais qui, quand on regarde l'évolution, apparaissent comme étant des formes de soutien conditionnelles ou ambiguës ou instables. Par exemple, le cas de Sun où ses parents disaient soutenir et puis pendant la détransition, disaient en fait, on t'a jamais cru. Peut-être qu'on aurait pu l'identifier comme quelqu'un de soutenu alors qu'en réalité, on se rend compte a posteriori que ce n'était pas le cas. Euh, on voit aussi que le manque de soutien, ça peut mener à des transitions interrompues ou retardées, mais aussi à des transitions en secret, ce qui peut exposer les jeunes à de plus gros risques et à une plus grande détresse psychosociale. Je vous ai donné l'exemple de Théo, mais il y avait aussi une autre personne qui avait fait une transition sociale à l'école et qui, à la maison, reprenait une expression de genre, une identité assignée parce que sa mère n'acceptait pas sa transition. Donc là, c'était extrêmement difficile à naviguer parce que cette personne était stressée que, mettons, des camarades de classe croisent sa mère et que, du coup, la personne se fasse outer auprès de ses camarades de classe et auprès de sa mère. Donc, ça pouvait être très difficile à naviguer. Et d'ailleurs, c'était un des facteurs qui a amené la personne à se questionner sur sa démarche de transition. Donc, on voit que voilà, ne pas soutenir son enfant ne va pas forcément empêcher la personne de détransitionner, mais ça peut plutôt l'amener à prendre des risques. On voit aussi que la pression à la conformité de genre et de sexualité tôt dans l'enfance peut entraver la libre exploration du genre et aussi de la sexualité et affecter la relation au genre. Il y a des observations similaires qui ont déjà été faites concernant l'orientation sexuelle.
Mais c'est vrai qu'on voit dans notre échantillon qu'il y a des jeunes, parfois, qui ont été tellement bridés, en fait, dans leur expression de genre et leur sexualité euh, avant leur transition que ça a pu aussi affecter leur rapport au genre et leur rapport à la sexualité. Le soutien conditionnel aussi, c'est généralement teinté d'attentes transnormatives qui peuvent affecter la perception de soi et les prises de décision des jeunes. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire une transition de genre, si ses parents mettent une grosse pression à ce que la personne corresponde à des attentes binaires, que ce soit, bon, bah voilà, tu fais une transition, il faut que tu sois féminine ou peu importe, ou l'inverse. Euh, ça pourrait peut-être influencer les jeunes à prendre des décisions qui vont être teintées par les attentes parentales et non alignées avec leurs réels besoins. Euh, un exemple de ça aussi, par exemple, c'est Sam qui avait un soutien conditionnel, comme on l'a dit tantôt. Au moment de faire sa détransition, euh, ses parents lui ont proposé de lui payer des chirurgies de reconstruction pour qu'elle puisse avoir un corps plus féminin, alors que Sam n'avait pas du tout envie de ça et disait, mais moi, en fait, je suis bien correcte avec mon corps tel qu'il est, avec mon expression de genre masculine. Et en fait, ce type de soutien était assez malvenu dans son cas parce que c'était un peu... Enfin, ça indiquait que ses parents ne comprenaient pas vraiment ses enjeux et son identité. Ensuite, on voit que le soutien doit être continu et inconditionnel pour avoir un réel impact positif. Donc, c'est important en fait que le soutien soit là à toutes les périodes de la vie de la personne. C'est-à-dire que si la personne elle est soutenue, par exemple, seulement pendant cette détransition, ben, ça peut être problématique, ça peut invalider une partie du parcours de la personne. Et si en plus la personne est encore en questionnement, ça peut être vraiment très difficile à vivre. Euh, donc, il faut vraiment que le soutien se fasse dès le début et idéalement d'avoir des parents qui dès le départ, en fait, laissent leur enfant explorer librement leur genre et leur sexualité. Donc, en conclusion, il y a un besoin d'éducation et d'accompagnement envers les familles pour mieux soutenir les jeunes de la diversité de genre. Donc, voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour. Voilà les références. Et puis, si vous avez des questions, je vais pouvoir me faire un plaisir d'y répondre.